Vingegaard qui n'y va pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogačar. Ouais, ben voilà. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tadej Pogačar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vélo podcast. On va parler aujourd'hui des dernières courses qui se sont déroulées depuis les Strade Bianche et on va aller gentiment vers le premier monument de la saison qui arrive enfin ce week-end avec Milan-San Remo, hommes et femmes. Et pour en parler, on va faire ce podcast avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à toutes et tous. Bon Julien, on va revenir avec toi sur les dernières courses. Alors on va parler de Paris-Nice, de Tirreno Adriatico, des Strade Bianche hommes et femmes qu'il y a eu avant, du Trofeo Alfredo Binda qu'il y a eu ce week-end chez les femmes et la projection sur Milan-San Remo qu'il y a ce week-end, donc samedi avec les hommes et les femmes le même jour, Milan-San Remo. Milan-San Remo le même jour, qu'un départ plus ou moins à la même heure, mais pas du même endroit. Et alors, tu m'as dit, c'était à Gênes, il me semble, les filles, si je ne me trompe pas. Départ de Gênes et ils retrouvent l'itinéraire de la course homme après 8 km de course. D'accord, donc elles vont faire les 150 derniers kilomètres des hommes, c'est-à-dire la moitié déjà du parcours, sachant qu'il y a une limite chez les femmes, c'est 200 km, c'est ça? La réglementaire. limite chez les femmes, de mémoire, elle est moins que ça, elle doit être à 170. Ouais, donc ils ont essayé de mettre au maximum possible, sachant que les hommes, eux, ils partent de Milan pour aller à San Remo, de Pavia très exactement. Pavia, dans la banlieue de Milan, dans la banlieue. Pour cause de travaux dans le centre de Milan. Voilà, bon, ça fait quand même avec le fictif 300 et quelques, plus de 300 km pour ce Milan-San Remo. On en parlera à la fin du podcast Milan-San Remo. On va commencer tout de suite, Julien, avec Paris-Nice et Tirreno Adriatico qui se sont terminés il y a quelques jours. Dimanche, une semaine de course, les semaines préparatives, on le sait bien, les premières vraies courses préparatives pour le Tour de France et le Tour d'Italie qui ont été marquées. Ça par contre c'est un point commun, des températures et des météos assez compliquées, notamment Paris-Nice. Paris-Nice avec l'arrière-pays niçois couvert par de la neige et l'arrivée à Oron samedi dans de la neige. J'en avais froid même derrière la télé, Julien. Les conditions étaient dantesques toute la semaine avant, de toute façon. 7 jours consécutifs de pluie, c'était pas arrivé à Nice depuis les années 90 de mémoire de ce que j'ai lu. Donc c'était assez impressionnant. Et puis froid, du vent, météo qui devrait probablement plus ou moins se reproduire le week-end prochain sur la côte Ligure, à suivre. On va suivre avec ce Milan-San Remo qui arrive. L'arrivée à Nice, qui a été baignée de soleil malgré le vent assez frais qu'il y avait. Alors je peux te dire, moi j'étais le vendredi pas très loin de l'arrivée à Berre-l'Étang. J'étais de l'autre côté de l'étang de Berre qui se trouve dans les Bouches-du-Rhône à 30 minutes à l'ouest de Marseille. Et je peux te dire, il y a eu une pluie toute la journée. C'était cataclysmique avec du vent. Il faisait 7 degrés. C'était vraiment des conditions pour un Paris-Nice assez compliquées. On va en parler. Premier enseignement, ce qu'on peut dire quand même, c'est Matteo Jorgensen qui conserve son titre à Paris-Nice, malgré au départ un Jonas Vingegaard qui était là. Et finalement, Jorgensen a été, dès la première étape, l'homme fort de cette course, en prenant les bonifs et en prenant le lead devant Jonas Vingegaard, qui lui a chuté, s'est fracturé une main. Et dans la vue du Tour de France, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on a encore le Matteo Jorgensen du mois de mars qui est là et qui est en forme, en vue aussi des Flandriennes qui arrivent, Julien. Il va être bien pour les Flandriennes. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, il s'était imposé sur Dwarsdorf-Vlaanderen, à travers la Flandre en français. Une belle semi-classique préparatrice au Tour des Flandres. Non, il est frais, il est en forme, il l'a montré. Il a encore montré cette semaine sur Paris-Nice. On ne saura jamais qui était vraiment le leader chez Visma Lease a Bike. Est-ce que Vingegaard était là en plan B et tout pour Jorgensen ou l'inverse? Non, c'était quand même Vingegaard. Quand Vingegaard est au départ d'une course, quoi qu'il arrive, c'est lui le leader. Alors après, il y a les situations de course. Mais tu penses réellement que l'intox était... Enfin, que l'info qui nous disait c'était de l'intox plutôt à la Visma? Ouais, on va voir, on est à deux têtes, on va voir comment ça va se passer.
Je pense que c'était de l'intox. On va voir, on verra en fonction des situations de course. Honnêtement, Jorgensen était quand même largement au-dessus. Ouais, il était au-dessus, il était très fort, et Jorgensen quand même, hein, l'année dernière, il remporte Paris-Nice, il fait 5e de l'E3 classique, il remporte à travers la Flandre, il fait 2e du Dauphiné derrière Roglic, il fait 8e du Tour en travaillant pour Jonas Vingegaard. Saison très très solide pour l'Américain qui a 25 ans, bientôt 26, au mois de juillet, arrive quand même dans le fort de sa carrière, coureur complet qui était à la Movistar, qui avait été repéré d'abord par AG2R à l'époque, par le centre de formation d'AG2R avant de partir à la Movistar et à la Visma Lease the Bike l'année dernière. C'est sa 2e saison et on sent qu'il prend de l'épaisseur. Alors on va voir ce que ça va donner pour la blessure de Jonas Vingegaard. On va présumer de rien. On a vu des coureurs, notamment Vingegaard, se remettre bien plus, assez rapidement d'une blessure bien plus grave l'année dernière après la chute autour du Pays Basque pour le Tour de France. Bon, dans quelques jours, si ce n'est déjà là, il est de retour sur le home trainer, il va reprendre la course, Vingegaard. Après, il faut voir la gravité réelle de sa blessure à la main. Il sera peut-être même déjà dès le Pays Basque, on ne sait pas, qui sait. Oui. Quand on voit un Bernal, comme il s'est vite remis d'une fracture de la clavicule, où il sera déjà sur le Tour de Catalogne semaine prochaine, voir quelle partie de la main est vraiment cassée. Maintenant que ça s'opère, ça se remet très vite, une fracture de main. Oui. Et puis bon, quand tu vois qu'il se remet d'un pneumothorax du Tour de Pays Basque pour le Tour de France, bon, on se dit que pour Vingegaard, ça va le faire. Tu t'étais pas inquiété quand même pour Vingegaard avant, quand même, dans le sens où il n'était pas si aérien que ça. On sentait que la préparation, il n'arrivait pas aussi aérien qu'il n'a pu l'être dans le passé sur ce Paris-Nice. J'ai trouvé un petit peu en deçà de il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne. Quand il se bataille avec Pogacar et Gaudu. Voilà, en 2023. Il était un peu en deçà. Chrono par équipe, je ne sais pas comment s'il finit frais, pas frais, parce qu'il montre rien, comme d'habitude. Il se fait taper par Almeida à la Loge des Gardes, quand même. Ouais, mais Loge des Gardes, c'est la suspicion, c'est là qu'il était tombé dans l'étape. C'est pas dans l'étape, c'est l'étape que Martinez remporte où il tombe avant, mais oui, dans l'étape, non mais oui, dans l'étape de la Loge des Gardes, il se bataille avec Lenny Martinez justement, et derrière Almeida va mais c'est là où il y a, par contre, voilà, il y a le aussi. En fait, c'est ça le problème. Comment analyser le Paris-Nice de Jonas Vingegaard dans l'étape que remporte Lenny Martinez? Il chute. Donc forcément, pour tirer dans les forts pourcentages qu'il y avait, avec pratiquement 20%, c'était très compliqué avec sa main. Mais dans la Loge des Gardes, il y a l'orage de grêle, ils s'arrêtent, ils sont tous frigorifiés. Et à la fin, il fait quand même 2e, il se fait sauter sur la ligne par Almeida. Mais comment analyser en fait? C'est très dur. Pour Vingegaard, je ne mettrais pas d'analyse négative par exemple par rapport à ce Paris-Nice. Déjà par rapport aux conditions climatiques et après par rapport à sa chute. Je trouve que déjà l'étape où il y a eu le restart là sous la neige, ça fausse la fin de l'étape parce que les mecs sont froids, ils arrivent là-bas pas forcément super réchauffés. Moi je suis un peu d'accord avec toi, surtout les petits gabarits. Ceux qui ont un taux de masse grasse déjà maintenant assez faible, ça m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de coureurs malades qui le ressentent sur les prochaines courses, parce que le froid tu le payes assez longtemps. Là-dessus, peut-être que sur une étape complète, Vingegaard se fait pas reprendre par Almeida. À voir. Là-dessus, tu peux pas juger. Quoi. Oui, mais ça en dit quand même un petit peu de la forme qu'avait Jonas Vingegaard en arrivant à Paris-Nice, qui peut-être veut se laisser beaucoup plus de temps pour arriver à 100%, sachant qu'on l'annonce peut-être au Tour de France et à la Vuelta. Donc il va falloir avoir une forme plus tardive et ne pas arriver en forme trop tôt dans cette saison. Jonas Vingegaard, je voudrais bien regarder le programme qu'il a prévu dans les prochaines semaines, où il est annoncé en Catalogne, ça à voir, non, il était annoncé en Catalogne, je pense pas que ça va le faire avec la fracture de la main, et puis après il devrait revenir pour le Dauphiné et le Tour de France avant le Tour d'Espagne. Jonas Vingegaard qui avait quand même remporté le Tour d'Algarve à l'issue du dernier chrono devant Joao Almeida. Il avait profité du chrono pour l'emporter devant Joao Almeida parce que jusqu'avant avant cela, il n'avait pas été si aérien que ça non plus, avec notamment les arrivées
non pas au sommet, mais les arrivées en côte, avec Almeida et Christen qui avaient fait le doublé notamment, et Vingegaard qui avait même terminé derrière Antonio Morgado. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner, on va pas présumer de rien, mais forme tardive pour Vingegaard très rapidement. Jorgensen, c'est vraiment l'équipier de luxe dans cette Visma Leaseback. Alors, j'ai hâte de voir Jorgensen, Kuss et Yates ensemble bosser pour Vingegaard. À mon avis, ça peut largement concurrencer une UAE de haut niveau. Alors la transition elle est parfaite parce qu'on va parler des yeux, Julien, avec Juan Ayuso et Joe Almeida qui étaient dans un peu le duel des lieutenants à distance, avec Pogacar qui était tranquillement dans son canapé pour les regarder. On se souvient notamment de discussions très animées dans la montée du Galibier l'année dernière sur le Tour de France lors de la 4e étape, avec Ayuso et Almeida qui s'engueulaient, il me semble. Bon ben là ils étaient chacun de leur côté pour être leader de la UAE. Ayuso a, je vais pas dire survolé, mais Ayuso a gagné Tirreno avec la manière. Joe Almeida, il a certes remporté la loge des gardes, mais il a pas tenu la distance. C'était très compliqué pour lui. Il termine 6ème au général final en perdant encore une place dans la dernière étape et en se faisant avoir notamment dans la bordure vers Berlétan. C'est ça notamment qui le fait reculer au classement général, où dans cette bordure il perd 1,54 et au général final, sans ces 1,54, je regarde en même temps où il serait placé, il serait à 2 minutes, donc il serait même pas il serait à peine sur le podium derrière Thymen Arensman. Ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire que Almeida, c'est peut-être pas celui qu'on nous promettait, merveilleux, gagnant d'un futur gagnant d'un grand tour ou autre. On l'avait déjà vu dans le passé, un petit peu pêché dans ce genre d'étape quand il était chez Lefevre. Maintenant, on n'est que mois de mars, donc c'est un peu comme pour Vingegaard. On peut ne pas, faut peut-être pas tirer de conclusions trop vite. Après, quand on regarde ce que fait Juan Ayuso sur Tirreno Adriatico, où il remporte le classement général, alors je vais pas dire avec une concurrence moindre, parce qu'il y avait quand même des Landa, des Pidcock, même si Pidcock est pas un top grimpeur, il n'y avait pas de haute montagne pour Juan Ayuso sur Tirreno, mais dans la manière, avec son punch, il l'a encore emporté. Il l'emporte, c'est l'étape du samedi à Frontignano, l'arrivée au sommet où il prend la tête du général, mais il fait quand même deuxième du contre-la-montre inaugural, en montrant une force assez impressionnante sur le contre-la-montre à Lido di Camaiore. Il avait remporté auparavant et 2 classiques en Italie, la Gheglia et la Faune Dromardèche en France. Bon, la Faune Ardèche classique, on va l'oublier parce qu'il y avait le problème de direction dans le final avec la victoire de Romain Grégoire. Mais sur ce Tirreno, moi il m'a quand même impressionné et en fait je suis assez d'accord avec toi, c'est pas la première fois qu'Almeida nous montre pas dire un plafond de verre, parce qu'il fait quand même 4ème du Tour de France derrière les 3 fantastiques l'année dernière, Almeida, mais Juan Ayuso, moi il m'impressionne, et j'ai l'impression que Juan Ayuso à 22 ans, Almeida à 26 ans, Juan Ayuso c'est peut-être plus l'avenir que Joe Almeida, sachant qu'on va avoir Juan Ayuso au Tour d'Italie, qu'il aura l'occasion au Tour d'Italie peut-être d'aller le gagner. On va le voir sur 3 semaines en tant que leader, voir comment ça va se passer, alors que Joe Almeida lui sera sur le Tour de France pour accompagner Tadej Pogacar. Est-ce qu'on voit plus Almeida comme un lieutenant de luxe et Ayuso comme un leader en puissance chez UE? Je pense qu'on va plus s'orienter vers un Ayuso. Comme tu dis, il y a quand même 4 ans de différence entre les deux. Ayuso fait sa place, fait son top 5 au Tour l'année dernière, parce qu'il va aider Pogacar. Il accompagne le plus loin possible Pogacar. Ça aide à être bien classé au général. Il faut avoir les jambes quand même, on se dit. Parce que derrière les 3 fantastiques, t'avais les 3 lieutenants. Même si Jorgensen termine 8ème, mais t'avais Landa 5ème et Almeida 4ème. T'as ça effectivement, mais après c'est des lieutenants à qui on va laisser de temps en temps une opportunité ou des choses comme ça. Mais Ayuso, je pense qu'ils vont le faire travailler pour le futur leadership, pour le jour où Pogacar se dit je veux plus être leader ou je veux plus être cycliste.
où je fais plus telle course. Là, par exemple, le Tour d'Italie, en tout cas, je le fais pas. Il va pas sur le Tour d'Italie. On met Juan Ayuso pour le tester aussi, peut-être. Avec un Tour d'Italie, je regarde l'éventuelle équipe pour le Tour d'Italie, où on a Isaac Del Toro qui avait fait un énorme travail pour Juan Ayuso sur ce Tirreno. On aura un Adam Yates quand même. Ça sera aussi très costaud. Adam Yates, on va voir la forme avec Juan Ayuso. Ça peut être costaud. Maika, Igor Arrieta, Brandon McNulty. C'est quand même costaud, sachant qu'on aura parmi les grands leaders du peloton à Primoz Roglic et Jay Hindley qui seront sur ce Tour d'Italie. On verra ça dans quelques semaines, on n'y est pas encore. Retour sur ce Paris-Nice et ce Tirreno. Juan Ayuso, duel à distance avec Almeida. Est-ce que tu penses que réellement ce qui s'est passé sur cette semaine, ça peut laisser présager de ce qu'il y aura dans le futur dans l'équipe? Oui. Oui, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sera Almeida numéro 2 et Ayuso numéro 1. C'est ce que je pense. Avec une liberté au cas où Ayuso passe au travers de pouvoir rebondir sur Almeida. D'accord, donc tu penses oui que ça va être dans cet ordre-là. On verra donc pour la team UAE, mais on sait très bien que ces coureurs-là, ils sont lieutenants chez UAE, ils seraient leaders dans d'autres équipes. Ça, c'est sûr et certain. Ah, c'est des lieutenants comme ça pour créer mon équipe, je les prends tout de suite en leader, oui, sans souci. Et n'importe quelle équipe le ferait. Oui, très clairement, très clairement. Avant de parler de Tom Pidcock, qui était juste derrière Juan Ayuso sur le Tirreno, parce que Pidcock va nous servir à faire la transition vers les Strade Bianche, on va en parler juste après. On va parler des Français, de la semaine des Français. Le premier dont il faut parler, c'est Lenny Martinez, qui l'a quand même emporté à Paris-Nice, en montrant quand même à Paris-Nice de belles dispositions, de belles jambes, même si, et c'est là que c'est un peu terrible, il se fait prendre 9 minutes dans la bordure du lendemain, et on se dit que sa victoire, en fait, elle tombe complètement à l'eau. Et c'est pas un jeu de mots avec les conditions météo du lendemain. Non, il s'est fait. Alors d'après ce qu'il se dit, il n'était pas bien du tout sur l'étape des bordures et pas du tout en mauvais placement. Mais c'est vrai que cette place occulte complètement sa victoire, quoi, parce que tout le monde c'est typiquement français. Tu gagnes une étape, tout de suite, tu vas gagner le classement général de la course. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Il a pris un tir sur l'étape de Berlétan. Tout le monde oublie qu'il avait gagné l'étape. Ah, et Berlétan, il fait 81e. Il termine à 9 minutes tout simplement du vainqueur Mats Pedersen. On en parlera aussi, Mats Pedersen qui a été impressionnant sur sa semaine. Bon, Lenny Martinez qui l'emporte à la côte Saint-André dans cette rampe finale où il a été intelligent, bien placé, il a montré de belles jambes. Juste avant, la veille à la Loge des Gardes, il termine 4e avec un mano à mano. Moi je me suis régalé, le mano à mano avec Jonas Vingegaard. Franchement là on se disait mais c'est incroyable, avec aussi les péripéties précédentes et la météo, quoi. À la Loge des Gardes, je me suis dit il va claquer une étape. Je pensais que sincèrement qu'il allait gagner soit l'étape de Nice, soit l'étape de la veille à Oron. Ouais. Mais pas dès le lendemain la côte Saint-André. Je pensais qu'il aurait plus besoin d'un col pour s'exprimer. Après, ça laisse voir de bonnes choses aussi pour les Ardennaises, hein, notamment la Flèche Wallonne avec le terrible mur de Huy au final. Ouais, parce que l'effort là dans la côte Saint-André, c'est un vrai effort de puncher. On le voit avec son petit gabarit que dans les forts pourcentages en montée, il est quand même très intéressant. Alors attention, tout le monde l'annonce. Ça y est, Lenny Martinez. Bon, nous aussi, on s'enflamme un petit peu dans le sens où on se dit Lenny Martinez, futur vainqueur de Grand Tour, futur vainqueur d'une course par étape d'une semaine, par exemple. Déjà qu'il remporte une course par étape d'une semaine, qu'il soit bon régulier sur une semaine, sachant que là c'était pas le leader au départ, c'était Buitrago qui a chuté, qui a abandonné avant l'orage de grêle vers la Loge des Gardes. Ensuite il a eu le caractère pour prendre le lead et aller se batailler avec les meilleurs, mais il faut être bon sur une semaine au complet. Et je pense que la colère de Roman Kreuziger au soir de l'étape de Berlétan, c'est aussi parce que ils veulent être pointilleux avec Lenny Martinez pour ne plus qu'il se fasse avoir dans le futur parce qu'ils misent beaucoup sur lui. On ne signe pas un contrat de 3 ans à un gamin de 21 ans comme ça non plus. Non, tu investis sur un long terme. Et après, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le froid laisse des traces, toujours. Mais est-ce que le fait qu'ils prennent une telle chasse à Berlétan,
c'est pas un peu aussi les répercussions du froid de 2-3 jours avant? Alors j'ai envie de te dire oui et non, parce que le lendemain il remporte la Côte Saint-André. Ouais, Mais après Berlétan, même condition, et à Oran sous la neige, il va faire 7ème. ouais, mais tu vois que tu as quand même tapé dedans sur l'étape où il fait froid, en allant jouer avec Vingegaard. Le Oui, lendemain, c'est un peu mieux, tu refroidis, tu vois, c'est. alors je comprends ce que tu veux dire, mais je me dis que vu la colère de Kreuziger, ce qui met la puce à l'oreille, c'est plus la colère de Kreuziger et le fait que c'est peut-être juste une erreur de placement au moment où ça a craqué, au moment où ça a pété dans le peloton. Je me dis plus ça, tu vois. Et, et ça va servir pour la suite de la carrière de Lenny Martinez forcément. Il va faire Oui, ça va 24ème du général, il remporte une étape, il fait top 7 de 2 autres étapes de montagne. Bon voilà, c'est quand même un bon début de saison pour Lenny, qui avait fait 3ème du Tour des Alpes-Maritimes juste avant. On va voir. Mais ça doit quand même interroger pour la suite. Et Lenny Martinez, bon, c'est bien, c'est le français de la semaine, on peut dire quand même, mais ça laisse un goût d'inachevé et un goût très amer, vu comment ça s'est terminé avec cette bordure à Berlétan. Ouais, mais mal typiquement français, laisser grandir les petits. Oui. Il a 21 ans. On disait pareil de Bardet, de Pinot, de Barguil après sa victoire au Tour de l'Avenir. On s'est rendu compte que finalement, ni l'un de ces trois, alors aucun de l'un de ces trois n'a fait. N'a gagné un grand tour, comme tout le monde le voulait. N'a gagné un grand tour, ni une course par étape d'une semaine. On n'a toujours pas de successeur à Christophe Moreau depuis 2007. Donc ça aussi, il faut le rappeler. Gagne une course par étape d'une semaine avant de penser à un grand tour déjà. C'est très important. Et puis après, on verra. On verra par la suite. Course par étape, World Tour pour Christophe Moreau. Je rappelle aussi cette statistique. On a peut-être un Pavel Sivakov aussi qui un jour éventuellement pourrait le faire, mais c'était vraiment pas le cas pour Pavel Sivakov sur ce Paris-Nice où il termine 85e. Bon, apparemment c'était tout pour Joe Almeida. Pavel Sivakov, on va voir pour la suite, lui qui est annoncé sur le Tour de France, et pour l'instant pas grand chose d'autre, mais il avait quand même remporté le Tour d'Andalousie. Bon, ça aussi c'est intéressant, il a remporté le Tour d'Andalousie au mois de février. Les autres Français. Alors, j'ai envie de te parler de Clément Champoussin qui était juste derrière Lenny Martinez dans le final de l'étape. Clément Champoussin qui fait 7ème lui aussi. Alors les Astana, je sais pas ce qu'ils ont mangé cet hiver, mais ils prennent tout ce qui passe, hein. Il va faire 2ème derrière Martinez, ils vont claquer tous les points possibles pour se maintenir en World Tour, mais Clément Champoussin là aussi, pour l'ancien de la Arkea, il est arrivé cet hiver là chez Astana. C'est un bon début de saison, il était 7ème de la classique du Var, il avait fait top 10 de classique espagnol en début de saison qui lui allait bien. À Dromardèche, au Dromardèche classique, il va faire top 10 pour les deux. Bon, Clément Champoussin intéressant aussi, mais c'est clairement dans l'effort qui lui convient, comme un Kevin Vauquelin un petit peu. C'est les deux coureurs assez identiques dans ces efforts là. Ils sont j'irai à leur place. Champoussin, c'est pas une surprise de le voir à ce niveau-là. En plus, il était à la maison, hein. On va pas oublier qu'il est niçois de naissance et d'habitation. Il fait 5ème à Nice, hein, d'ailleurs, à la dernière étape. Et Tour des Alpes-Maritimes et du Var, c'est aussi à la maison, des choses comme ça. Non, puis c'est un coureur qui est encore relativement jeune et qu'il faut laisser aussi grandir. Après, faut pas oublier que Vinokourov a tapé du poing sur la table aussi cet hiver, et qu'ils veulent absolument pas descendre. Donc, voir comment ils ont géré tout ça, hein. Apparemment, ils l'ont plutôt bien géré, parce que là, le début de saison, ils se disent tant que les leaders sont pas encore sur les grandes courses, on prend tout ce qui passe. Et c'est à peu près l'état d'esprit, la philosophie des Astana, très offensif pour cette saison-là. Chez les autres Français, tu voulais me parler de Julien Alaphilippe qui a montré de belles jambes. Ça, déjà, c'est le premier point. Pour moi, Julien Alaphilippe, très intéressant, notamment dans l'arrivée à la côte Saint-André, où certes, il joue pas la victoire, il lui manque 400 mètres dans les jambes, mais il était quand même très bien placé avec les meilleurs à 400 mètres de l'arrivée. Bon, être bien placé à 400 mètres de l'arrivée, ça suffit pas, d'accord, il fait 11ème de l'étape, mais c'est très intéressant la semaine qu'il nous a fait, et puis le travail pour Storer vers Oran aussi le samedi. Tout le monde le voit fini, Julien Alaphilippe. Je pense qu'en lieutenant de luxe,
Fini pour les victoires, c'est ça qu'on a envie de se dire. Fini pour un classement général ou sur une course par étape. Il peut encore nous faire de belles surprises sur des Ardennaises ou sur des belles étapes du Tour ayant ses caractéristiques vallonnées ou punchy, quoi. Je pense qu'il n'a pas perdu son punch. Par contre, sa longévité sur une course par étape, peut-être. Et on voit quand il attaque, il fait pas les mêmes différences qu'avant, ça on le sait. Quand on dit fini, attention, hein, fini, c'est qu'on pense qu'aujourd'hui, il n'est plus en capacité d'aller remporter une course par étape d'une semaine, par exemple. Là où il était plus en capacité de le faire dans le passé, quand il était au top de sa carrière à la fin des années 2010. Là aujourd'hui, on se rend compte que qu'il a un peu moins les jambes. On voit l'arrivée à la Loge des Gardes, il est au-delà du top 50. Bon, par contre, à la Côte-Saint-André, sur un effort plus punchy, sur des plus forts pourcentages, il est là pour des efforts plus punchers, même si on se rend compte que l'arrivée à la Côte-Saint-André était un poil trop long pour les purs punchers comme Alaphilippe, alors que les peut-être un peu plus grimpeurs comme Jorgensen, qui a fait craquer tout le monde avec un effort très long, et comme Lenny Martinez pour aller gagner, eh bien c'était un peu plus pour des grimpeurs. Et vers Oron, il avait pris l'échappée avec Storer, il a très bien travaillé pour lui. Très rapidement, dans les autres noms, peut-être un Romain Grégoire qui a bataillé avec les meilleurs à Tirreno, qui a pas réellement tenu à distance et qui termine 15e du classement général final. Mais c'est intéressant quand même de voir un Romain Grégoire de course en course aller batailler avec les meilleurs. C'est intéressant, voilà un exemple de ce dont on parlait tout à l'heure. Laissez-les grandir. Romain Grégoire, sa première année pro était formidable, tout le monde le voyait déjà grand gagnant. Là, il montre que petit à petit, il reprogresse. Il y a moins d'attentes autour de lui que ses premières années où tout le monde pensait qu'il allait tout déchirer, quoi. Exactement, pour Romain Grégoire, qui donc termine 15e du général final de Tirreno, que je me remette sur le classement final avec Kevin Vauquelin qui lui a terminé 12e, et Romain Grégoire qui a craqué dans l'étape du samedi avec l'arrivée au sommet remportée par Juan Ayuso. Mais avant, quand ça bataillait avec les punchers, il était dans les 5-10 meilleurs à chaque fois, Romain Grégoire. Donc c'est très intéressant à suivre. On va passer à ceux qui nous ont impressionnés et on va faire la transition vers notamment San Remo. On va en parler à la fin du podcast. Mais Tom Pidcock, déjà premier point, Tom Pidcock, deuxième de l'étape du samedi à Tirreno, 6e du classement général final, et il nous a impressionné. On va parler d'Estradé juste après, mais il nous a clairement impressionné, Tom Pidcock, aussi sur les stradés en tentant de suivre Tadej Pogačar avant de craquer dans le final. Mais réellement, il renaît complètement dans cette équipe Q36.5. Moi, c'est vraiment la surprise du début de saison, dans le sens où je ne pensais pas le voir à un tel niveau. Je ne pensais pas. Alors, le voir à un tel niveau, pas surprenant, mais aussi vite, oui. Normalement, quand tu arrives dans une équipe, tu as quand même un temps d'adaptation, parce que l'équipe de deuxième division en plus. Tu passes sur une division inférieure, tu passes sur un autre matériel, tu changes de marque de vélo, tu changes d'équipementier, tu changes pas mal de choses. Normalement, tu as un petit peu de temps d'adaptation dans la logique. Et là, il s'est montré très vite, très très fort. Et on en reparlera au moment d'Estradé Bianche. Et c'est comme lui qui pousse Pogačar à la faute, quoi. Ah ouais, bon, on peut en parler, on va en parler maintenant d'Estradé Bianche avec Tom Pidcock, mais c'est vrai que Pogačar l'emporte, ok, il fait son raid solitaire, il l'emporte, il va à terre, il revient, il gagne, mais Tom Pidcock, je pense que Tadej Pogačar, il pensait pas qu'il aurait quelqu'un dans la roue avec Pidcock, et il a bien tenu Tom Pidcock, même si Pogačar après a placé l'attaque décisive dans la boucle finale. Mais c'est vrai que Tom Pidcock, et puis on voit, Tom Pidcock aujourd'hui c'est le numéro 1 mondial au moment où on parle, avant Milan-San Remo. Il a remporté l'Alula Tour, le Tour d'Arabie Saoudite, mais l'Alula Tour avec 2 victoires d'étape. Bon, la concurrence était moindre, vraiment. Il a remporté, il fait 3e du Tour d'Andalousie avec une victoire d'étape. Il fait 2e d'Estradé Bianche, il fait 6e de Tirreno avec 2 deuxièmes places. Réellement, on se dit qu'il y avait quelque chose qui clochait chez Ineos à la fin. C'est pas possible pour qu'il soit comme ça avec Q36.5 directement. Alors j'ai l'impression que Q36.5, où tu dors, hein, les deux équipes suisses qui rêvent de monter World Tour, t'as l'air d'avoir un encadrement déjà un peu plus humain. Et est-ce que ça joue pas aussi sur un Pidcock qui a besoin d'être coucouné, chouchouté?
est-ce que ça joue pas? Vraiment, Peut-être, hein. c'est la question. Ouais, peut-être, hein. Mais t'as raison, hein. Parce que là, c'est vraiment une transformation incroyable, hein. Et Milan-San Remo, il va être l'un des favoris à Milan-San Remo parce que sa capacité dans les accélérations, s'il suit Pogacar sur une accélération à Austrade, il va être capable de suivre les meilleurs la Cipressa et le Poggio, hein. Là, il a les jambes pour les suivre, hein, les gars. Et dans la descente, attention, Pogacar, non. Pitcock dans les descentes, c'est très fort aussi, hein. Donc à suivre vraiment de près. Mais en tout cas, Aujourd'hui, Pidcock, pour moi, à aujourd'hui, c'est le meilleur descendeur du monde. qui tu mettrais Van Der Poel peut-être? En descente, Van Der Poel et l'autre fou de Mohoric. Ouais, Matej Pour moi, Mohoric, ouais. Ouais. c'est les trois qui peuvent faire une descente du Poggio de malade s'ils ont 10 mètres d'avance pour sortir avec 50 ou 100 mètres en bas du Poggio, hein. Mais là, de ce que nous a montré Tom Pidcock, attention sur les Flandriennes réellement et sur les Ardennaises, il en devient l'un des grands favoris parce que ce qu'il nous a montré, c'est assez incroyable et je voulais quand même qu'on en parle parce que voilà, il y a quand même une transformation incroyable chez Tom Pidcock et peut-être que le potentiel qu'on voyait en lui à son arrivée chez les professionnels lorsqu'il arrive chez Ineos en 2021, peut-être qu'on va enfin le voir là. Il va avoir 26 ans au mois de juillet prochain. Tom Pidcock, il arrive dans la force de l'âge, comme on dit, et là réellement, il va peut-être exprimer son plein potentiel. Très intéressant pour la suite de sa carrière. Tom Pidcock, on a parlé d'Estrade en même temps. Il y a pas. Juste, je fais un petit laïus sur l'Estrade. Homme, Julien, victoire de Pogacar, Timo Ehlens, encore une fois, un autre UAE sur le podium. Il n'y a pas grand chose à dire de cette course, j'ai envie de te dire. On a eu comme d'habitude la domination de Tadej Pogacar, derrière les autres se sont partagés des miettes. Pogacar nous a fait du Pogacar. Je pense qu'il n'y avait pas grand chose à faire contre lui. Si tu pars dans l'idée que tu vas pour faire deux, tu es sûr de faire deux, quoi. Pidcock a essayé de le renverser. Pidcock a été le seul à essayer de suivre. Alors, et entre essayer et pouvoir le suivre, il y a voilà, la frontière, vous la mettez où vous voulez. Il a été le seul à suivre en tout cas, ça c'est sûr. Mais alors, contrairement à ce que tout le monde pense, ouais, il aurait pas dû l'attendre après la chute, machin. Pogacar était quand même une jambe au-dessus, il aurait été le chercher dans une bosse. Oui, parce qu'il revenait, même si, enfin, il revenait au moment où il se relève. Pidcock, Pogacar est revenu déjà à 10-15 secondes. Donc, Mais Pidcock a tenté de le faire vaciller, que ce soit dans les montées. 2-3 fois il a essayé, mais surtout dans les descentes, là où il sait que Pogacar a encore quelques failles dans les descentes. Lui, il y était à la Pidcock, il a fait une descente tombeau vert de malade, quoi. Ouais, clairement. Et intéressant, hein, le classement de Sestrade avec Wellens 3, Benili 4, Peyo Bilbao 5. On voit que les outsiders se sont partagés, hein, les miettes. Mais intéressant de voir un Benili 4ème, même si Benili a montré quelques limites à Tirreno un peu après. Magnus Cort 6ème, les Uno-X font un très bon début de saison. Jenny Vermeersch 7, Valgren 8, Van Edvelt 9, Van Edvelt sans plus sur ce début de saison. Roger Adria, intéressant aussi Roger Adria sur sa semaine italienne, 10ème. Voilà, avec le premier français Jordan Labrosse, intéressant, Décathlon AG2R, 17ème de Sestrade, 17ème à 5,34, hein. Benili 4ème à 3,23, donc il y avait vraiment un monde d'écart. Il y avait plus d'écart entre Pogacar et Elie, premier 4ème, qu'entre Benili et Jordan Labrosse, 4ème et 17ème. C'est dire l'écart qu'il y avait avec la concurrence. Rapidement, avant de passer au Strade Bianche femmes, Ghana et Pedersen, qu'est-ce qu'ils nous ont fait cette semaine à Paris-Nice et Tirreno? C'est incroyable la puissance qu'ils nous ont démontré là encore en vue de San Remo. C'est incroyable. Pedersen dans les montées, dans l'école, Ghana aussi qui nous fait une semaine de dingue. Bah, franchement, et puis Pogana qui va faire deuxième du général final devant Antonio Tiberi en prenant la bonif, bien emmené par Joe Milan dans la dernière étape dans le sprint intermédiaire. Et puis Pogana avec Pedersen, les deux en vue du Poggio. Franchement, le travail était incroyable. Le travail était incroyable. Pour moi, Ghana, c'est l'archétype du coureur. C'est un rouleur, c'est un poursuiteur. Il me fait un peu penser par certains aspects à Wiggins. Il se met en effort curseur dans le col et bouge plus. Tu vois, il a perdu du poids. Hein. Il a perdu du poids, Ghana, ça se voit. Hein. Il fait moins de pistes. Hein. Déjà, ça aide aussi à ça. L'année dernière, il était concentré sur les Jeux Olympiques et là, cette année, maintenant, il est 100% sur la route. Il avait l'objectif JO. Et son rêve, Ghana, c'est de regagner Paris-Roubaix, sachant qu'il a gagné 2 fois chez les U23. Il aimerait bien aussi concrétiser chez les élites.
Il devrait alors soit être là pour Milan-San Remo, même si la dernière, le Poggio, si ça arrive groupé, je pense qu'il faut qu'il oublie. Mais sur les Flandriennes, il sera là. Ça, c'est une certitude. Il a un Roubaix. S'il a pas la poisse d'il y a 2 ans, il a Roubaix dans les pattes. Ça, c'est indéniable. Quant à Pedersen, ouais, il a été impressionnant du début de semaine, hein, du départ de Paris-Nice, hein, jusqu'à la dernière étape. Qu'il aille s'amuser dans le col de la Porte ou dans la montée vers Peille. Il était vraiment super impressionnant toute la semaine. Mais même la dernière étape, il va faire 20e à Nice en étant avec les meilleurs encore à 20 bandes de l'arrivée. C'est incroyable quand même. Ce qui est dommage, vraiment, c'est qu'il lui en manquait un tout petit peu pour accrocher le groupe dans le vinaigrier, qui est permettez-moi l'expression, une saloperie à monter. Mais Oron, 10e à Oron, franchement, avec le peloton maillot jaune, peut-être que les conditions météo ont aidé à cela, parce qu'on sait que Pedersen adore les conditions météo très compliquées. On se souvient de son titre de champion du monde surprise en 2019, qui après coup n'est plus un titre de champion du monde surprise, mais au moment où il le remporte, ce championnat du monde, c'est pas vraiment le favori. Mais très sincèrement, de voir Mats Pedersen 10e à Oron, d'aller travailler encore avec les meilleurs vers la Loge des Gardes, de faire le taf du début à la fin de semaine. Il va faire 3e au sprint à Bellegarde, il fait 4e du contre-la-montre à Nevers. Sincèrement, c'est incroyable. Il travaillait pour Skelmose à la base. Il travaillait pour Skelmose, qui a encore une fois été malchanceux. Skelmose, c'est dommage parce qu'il était plutôt pas mal. Il était encore plutôt pas mal. On va dire que Pedersen, c'est celui qui sauve la Trek dans la semaine. Hein. Ouais, parce que finalement, Skelmose, il termine pas la course. Hein. Il tombe à l'étape d'Oron. Ah, mais oui, voilà, il tombe à l'étape d'Oron, bien sûr, et il abandonne. Alors, bon, c'est malheureux parce qu'on voit que il se protégeait par ses coéquipiers au dernier moment avant le séparateur. Ça s'écarte devant lui au dernier moment, il ne le voit pas, il rebondit sur le séparateur et puis bim à terre. Au moment où il abandonne, Skelmose, je crois qu'il doit être 4e ou 5e du général, si je me trompe pas. Dans mes souvenirs, il est top 5 et leader chez les jeunes. 3e du général, parce qu'il avait justement pris la bonne bordure vers Berlétan. Il est 3e du général, et exactement. Il est 2e du classement du meilleur jeune, puisque c'est Lipovitz, lui aussi Lipovitz, qui confirme un petit peu ce qu'on avait vu lui au Tour d'Espagne l'année dernière, qui était 2e du général, et qui au général final, Lipovitz termine 2e derrière Jorgensen. Un peu la confirmation du Tour d'Espagne de l'année dernière pour l'Allemand de la Red Bull Bora. Pour revenir à Pedersen, est-ce que ce qu'ont montré Pedersen et Ganna, est-ce que ça accentue le fait que ils sont vraiment favoris sur Milan-San Remo, et qu'on se dit, on s'attendait, alors je sais pas, à un Pogacar-Van Der Poel comme d'habitude, sauf qu'on se dit, il n'y a pas que Pogacar et Van Der Poel, il y aura aussi Ganna, il y aura aussi Pedersen, il y aura aussi tous les autres, tous les gros noms de ce peloton qui ont brillé dernièrement. C'est vraiment pas 2 favoris, mais 4 favoris peut-être. Pitcock, bien malin. On oublie. Je pense que je vais m'abstenir de BetClick pour les paris ce week-end. Ouais. Pariez, attention, pariez ce que vous pouvez. On le rappelle aussi, ne faites pas les fous sur les sites de paris sportifs. Et ne nous écoutez pas forcément. Non, parce que si vous voulez être riche, faut pas nous écouter, ça c'est sûr. Mais non, à mon avis, il va y avoir 5-6 gros leaders, 5-6 gros favoris, avec Pedersen, Pogacar, Ganna, Van Der Poel. On va parler de nos favoris après. Tu sais quoi, on va le faire à la fin du podcast. On terminera par Milan-San Remo, hommes et femmes. Tout de suite, parlons d'Estrade Bianche. On a parlé des hommes, on va parler des femmes. Parce que cette course d'Estrade Bianche donnée chez les femmes, elle était magnifique. C'était un feu d'artifice vraiment pour les amoureux de vélo. Il fallait absolument la regarder, cette course remportée par Demi Vollering. Demi Vollering qui confirme son début de saison. J'ai envie de dire
Parfait, avec la FDJ Suez, l'idylle qui commence parfaitement, vainqueur autour de la communauté de Valence avec une victoire d'étape, troisième du Omloop Newsblad avec, on rappelle, les 2 surprises devant, les favoris qui sont fait surprendre, 11 première des Strade Bianche et 11e du Binda. On va mêler Strade Bianche et Binda, on parlera du Binda juste après la Strade, mais les Binda remportés par Elisa Balzabo, mais les Strade Bianche, vraiment feu d'artifice, orgie de vélo, j'ai envie de te dire. Ça a été une course totale, magnifique, et Vollering l'a emporté devant une Van der Breggen et devant Pauline Ferrand-Prévot. Quand on voit le podium, c'est magnifique. Ah, c'est un podium qui laisse rêveur. J'ai alors beaucoup d'échos de journalistes, de managers et autres qui disent que c'est pas Vollering qui a gagné ce jour-là, c'est le cyclisme féminin qui a encore gagné une belle course. Parce que c'était fabuleux. C'était avec ce qu'on annonçait en début de saison, une stratégie qui allait être forcément remodelée par les changements d'équipe, l'éclatement, entre guillemets, parce que c'est un bel éclatement de la SD Works, qui reste encore avec les coureurs, qui reste encore très amis visiblement, même s'ils sont dans différentes équipes. C'était une très très belle course, une des plus, je dirais même la plus belle édition des Strade Bianche depuis que les Strade Bianche existent chez les femmes. Alors, on avait eu la victoire, le sprint à 2 entre les 2 coéquipières de l'époque, Vollering et Kopecky, mais j'ai envie de te dire, c'est peut-être un cran plus haut parce que là la course a été totale vraiment, et on a vu une bataille de tous les instants, très loin de l'arrivée déjà. Ça a mis un peu de temps à se décanter, ouais, j'allais plutôt dire ça. Le nouveau secteur de 9 km a fait cogiter certains managers, certains coureurs, parce qu'ils ne le connaissaient pas en conditions course. Ils l'avaient bien vu en reco, mais en conditions course, c'est pas pareil. On rappelle que ça faisait 136 km. Toi, tu t'attendais à ce que ça se décante très rapidement dans la course? Parce qu'il a fallu attendre les 50 derniers pour qu'il y ait un groupe d'outsiders qui se dégage. Il n'y a pas eu, comme les autres années, la traditionnelle échappée matinale, où chacun met ses coureurs. C'est vraiment dans les 50 derniers kilomètres avant le circuit, la boucle finale, justement, où ça s'est décanté. Et c'était une belle bagarre dès que ça s'est décanté, avec la belle échappée, où il y avait déjà Pauline Ferrand-Prévot. Evita Music. Les gros noms des grosses équipes qui étaient sortis. Ça pouvait laisser à penser que le coup était en train de partir. Derrière, c'était le feu d'artifice dans les dernières ascensions, quoi. Il faut quand même parler du travail de Juliette Labousse pour Demi Vollering. Parce que Juliette Labousse elle termine 4e, battue au sprint pour la 3e place par Pauline Ferrand-Prévot. Mais là où on se posait des questions au moment où les recrutements ont été officialisés chez FDJ Suez, elles ont répondu sur le vélo très rapidement. Déjà, elles y ont répondu au micro de Vélo Podcast, à retrouver sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast et sur les plateformes de streaming, dans le reportage qu'on a pu faire au siège de la FDJ à Paris courant février. On a pu aller interroger mais notamment Juliette, Evita et Demi Vollering, mais là sur le vélo, Juliette Labousse, elle fait 4e, elle fait gagner Demi Vollering, et on a l'impression que elles sont contentes de participer à un tel projet où en fait elles veulent dominer le peloton. C'est vraiment le projet, quoi. Alors, vu l'état de forme de Juliette Labousse, je me demande si physiologiquement elle n'était pas plus forte que Vollering. Vu le travail qu'elle fait, peut-être. J'aimerais bien voir les datas de Juliette et de Demi Vollering. Je pense que Juliette était quand même physiologiquement était plus forte. Stratégiquement, c'était un chef-d'œuvre, cette course. Alors, chef-d'œuvre de la Toscane par le paysage qu'on aime tous, mais la façon dont Juliette ramène le peloton, c'était du tableau noir, c'était merveilleux à regarder. Ah, vraiment, parce qu'il y avait ce groupe qui s'est isolé à une 50aine de kilomètres de l'arrivée, et puis Juliette Labousse notamment dans les derniers secteurs empierrés, elle a fait le travail pour ramener ensuite tout le monde, déjà faire exploser le groupe des favorites, et ensuite ramener les autres, sur le groupe d'outsiders. On était quoi? On était à 15 bornes de l'arrivée quand ça s'est décanté, Julien? Ça s'est décanté dans l'avant-dernière montée avant le Tolfé, le Pinzute, dans mes souvenirs. Ouais. C'est là où Juliette, elle fait le ménage, quoi. Et derrière, ces feux d'artifice... parce qu'elle travaille,
désolé de te couper, mais elle travaille. Pauline Ferrand-Prévot est toujours placée avec elle. Van der Breggen suit Vollering, mais lorsque Vollering attaque, Juliette Labous revient de l'arrière pour retravailler ensuite. C'était avec le contre de Van der Breggen, là où après elle sort à deux avec Vollering. C'est vrai qu'elle était énorme. Juliette Labous était énorme. Et Evita Music, à ne pas oublier, parce qu'elle fait aussi un boulot de malade en ayant crevé en début de course. Oui, non mais bien sûr. Et Evita Music avait suivi. C'est là où on voit la force du nombre, parce que Evita Music avait suivi le mouvement avec ce groupe qui s'était isolé avec Pauline Ferrand-Prévot. Et aussi Yara Kestelein, ça a travaillé à deux avec Puck Peters chez Phoenix de Canac. C'était une des courses à ne pas rater en début de saison chez les femmes. Ouais, clairement. Ouais. Beaucoup moins ennuyeuse à regarder que l'Omloop, par exemple. Oui, par exemple, on reviendra pas sur cette course, mais toi, de ce que tu en retiens, tu penses que c'est annonciateur de la suite? Elisa Longo Borghini a été quand même inquiétante sur ces Strade Bianche, on l'a jamais vue dans le rythme, et d'ailleurs j'essaie de regarder le classement d'Elisa Longo Borghini, elle termine 55e bon, elle a fait le groupe Eto, quoi. Elle était malade. Elle avait un genre de virus stomacal qui l'a fait. Elle décroche parce qu'elle n'arrêtait pas de vomir, en fait, d'après ce qu'elle raconte. Donc, elle était vraiment dans un jour sans. On l'a vu. Avec Sylvain Persico, en train de discuter. Avec Persico et Gasparini, qui est normalement numéro 2 sur ce genre de course, qui l'attend et qui finit avec elle. Ouais. Avec aussi Alena Amaliuzik qui termine dernière, 57e et dernière de la course avec elle. C'est qu'elle était vraiment pas bien si même la numéro 2 dans ce genre de course chez UAE l'attend. Bon, Elisa Longo Borghini qui avait remporté le tour des UAE avant et puis qui fait 10e du Binda, donc ça veut dire quand même qu'elle s'est bien remise, mais c'est vrai que... Et en ayant elle était à l'attaque au Binda, c'est ça qui est impressionnant. Elles se sont pas laissées, on en reparlera après du Binda, mais on voit le sprint, mais il faut voir ce qu'il y a entre le 20e kilomètre de l'arrivée et le sprint. C'était aussi un feu d'artifice. Avec la bosse finale et l'attaque des favorites, on en parle juste après. Je veux qu'on parle absolument de Pauline Ferrand-Prévot, juste avant de parler du Binda, parce que Pauline Ferrand-Prévot, c'est peut-être je vais pas dire l'acte de naissance de Ferrand-Prévot, mais l'acte de renaissance peut-être plus de Pauline Ferrand-Prévot, c'est Strade Bianche, où elle fait 3e. Et là, sincèrement, ce qu'elle nous a montré, c'est une bonne nouvelle pour la suite. Je pensais pas l'avoir aussitôt avec les meilleurs, à bagarrer là avec les meilleurs. Je la pensais pas si prête aussitôt. Pauline, qui était pas super à l'UAE, où tout le monde l'attendait... aller contester la victoire finale à la grande favorite de l'UAE, Longo Borghini. Moi, je me disais qu'il fallait qu'on l'attende un peu, qu'elle serait plus prête pour les Ardennaises. Elle était prête, elle mettait même très bien sur les Strade Bianche. Elle aussi qui est tombée à 40 km de l'arrivée. Non mais incroyable, elle tombe à l'intérieur d'un virage alors qu'elle se faisait la descente tranquille, elle tombe, elle se relève comme si de rien n'était, elle repart en 5 secondes. Hein. Elle s'est pas laissé démonter. Hein. Et tu vois, sur ce genre de course, dans les descentes des Sterati, tu vois qu'elle a encore sa technique de vététiste, quoi. Sur les descentes, elle est vigilante, bien posée sur le vélo, de manière à ce qu'il ne s'échappe pas. Et là, sur le bitume, elle tombe sur une erreur bête, en fait. Elle perd la roue avant, quoi. Au final, elle va quand même faire 3e et bon voilà, c'était une petite chute, donc on se dit au final pour Pauline Ferrand-Prévôt, 33 ans, qui revient dans le peloton professionnel après quelques années d'arrêt. Hein. Elle s'était arrêtée en 2016. 2016, exactement. Pour Pauline Ferrand-Prévôt, 3e des Strade Bianche et qui sera peut-être une des outsiders de Milan-San Remo et des Ardennaises qui vont arriver. Voilà pour les Strade Bianche. Julien, on a fait le tour des Strade, de cette course magnifique. On va parler maintenant du Binda très rapidement, qui a été gagné par Elisa Balsamo au sprint. Mais une course, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est même annonciateur de ce qu'on va avoir à Milan-San Remo, avec cette bosse dans le final, et finalement les puncheuses qui arrivent à s'isoler, et derrière les sprinteuses qui reviennent de l'arrière dans le final pour aller jouer la victoire au sprint? Ces dernières années, à l'époque, quand il n'y a plus cette grande coupure entre
la Primavera Rosa et le nouveau Sanremo Women hein, qui arrive. Le trophée Obinda a longtemps été présenté comme le Milan-San Remo féminin, de par ses petites bosses dans le final. Petites bosses assez complexes quand même. Ça peut être un scénario comme ça sur Milan-San Remo, on ne sait pas. Alors, aujourd'hui, je pense que les managers, des directeurs sportifs doivent se faire des nœuds au cerveau pour essayer de deviner comment se courra le premier San Remo Women. Est-ce que l'enchaînement des Capi plus Cipressa va éliminer pas mal de monde avant le Poggio ou est-ce que ça aura plus d'effet que chez les hommes aussi, peut-être, la Cipressa et le Poggio? Ou est-ce que ce sera un sprint en petit comité comme on a eu dimanche sur le Binda, quoi, où elles arrivent à une vingtaine. 18, une vingtaine, ouais, 21, quand tu regardes les écarts, quoi. Et ça revient de l'arrière avec en fait on a une dizaine, allez un peu moins de 10 filles qui se sont isolées dans la bosse finale et puis derrière le retour d'un groupe de 10-15 max derrière où finalement donc Balsamo s'est imposé. Troisième victoire sur le Binda pour Elisa Balsamo, c'est sa course, c'est la course qui lui va bien, elle est capable de passer les bosses et une des meilleures pointes de vitesse du peloton aussi. C'est une des meilleures pointes de vitesse du peloton, elle n'est pas très très loin d'une Consoni ou autre sprinteuse. On va éliminer les deux néerlandaises qui sont largement au-dessus du lot, Cole et Vibus. Mais oui, c'est le genre de course. Elle est souvent là dans le final d'un Tour des Flandres. Donc c'est sur des petites bosses courtes comme ça, elle passe Balsamo. Mais ça peut revenir c'est le genre de personne qui peut faire revenir de l'arrière. Sur une descente de Poggio par exemple, parce qu'elle descend pas mal aussi Balsamo. Au sprint, Balsamo qui s'impose devant Bland Cavas et Kat Ferguson, la britannique, non à suivre de très 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 près. Kat Ferguson, 18 ans, je le répète, 18 ans, voilà, Kat Ferguson, qui est la championne du monde junior en titre, qui avait remporté quelques jours après le Binche senior femme, les grandes, élite, voilà, ouais. Élite. C'est après incroyable ce qu'elle nous a fait. C'est incroyable ce qu'elle nous a fait, Kat Ferguson, qui, je regarde, qui a fait la saison de cyclocross et était en reprise peut-être une ou deux courses avant. C'était sa première course à Obinda. C'était sa première course. Elle fait troisième. C'est sa première course World Tour de sa carrière. Ouais, alors, tu sais ce que je vais dire. Talent à suivre. Laissez-la grandir. Ouais, non, mais. Non, laissez-la grandir. Oui, mais talent à suivre. C'est indéniable. En cyclocross, la saison dernière, elle volait. Alors, c'est un multitalent encore, Kat Ferguson, parce qu'elle est championne du monde junior de poursuite par équipe, parce qu'elle est championne du monde sur route, parce qu'elle marche partout, quoi. C'est aussi un multitalent à surveiller. À bichonner, j'ai peu de doutes sur la Movistar pour la bichonner, parce qu'elle aussi, c'est un contrat à longue durée. Mais là, c'était assez surprenant de la voir dans le final, à son jeune âge, puis finir devant Madame Marianne Vos. Ouais, quatrième. Ça en dit long sur le caractère de la petite, même si Marianne Vos était sa course de reprise aussi. Donc, à voir, quoi. Marianne Vos, qui promet, je pense... va falloir suivre Marianne Vos sur les classiques. Oui, Marianne Vos, le duo Marianne Vos-Pauline Ferrand-Prévot. Alors, Pauline Ferrand-Prévôt, ça peut être intéressant. Qui a promis à tout le monde, y compris à sa patronne, elle faisait Strade Bianche pour elle. Marianne Vos n'était pas là. Binda, San Remo, elle bossera pour Vos. Donc ça veut dire, puis Marianne Vos, on sait qu'elle est capable de suivre sur les efforts pas si longs et qu'elle a encore les jambes pour aller passer les bosses et régler des sprints en petit comité. Voilà, et puis elle l'a pas encore gagné, mais en San Remo, même dans l'ancienne version. Ça manque à son petit palmarès. Pour compléter un petit palmarès, ça c'est sûr. On s'entend là-dessus. Exactement. Demi Vollering qui termine 11e, elle avait été dans le groupe de favorites qui s'était isolée dans le final. Donc du Binda, on va parler de San Remo maintenant. Ça y est, Milan-San Remo arrive samedi, les hommes et les femmes. Le premier Milan-San Remo femmes, nouvelle édition, nouvelle ère avec l'organisateur du Milan-San Remo homme RCS. On va parler des femmes, puisqu'on vient de parler d'Estrade Bianche Donné et du Binda, faire la transition donc vers ce Milan-San Remo. On a pas mal d'interrogations sur le scénario de ce Milan-San Remo femmes.
Est-ce que ça va éclater dès les capis, dès la Cipressa, ou est-ce que tout va se jouer dans le Poggio comme chez les hommes, même si on verra après en parlant du Sanremo homme, il se peut que ça se décante en tout cas dès la Cipressa, mais on verra après. Chez les femmes, je vais donner peut-être un peu les quelques favorites au départ. Lotto Kopecky qui revient pour la SD Works avec Lotto Kopecky qui va courir sa première course de la saison 2025. Elle sera avec Lorena Wiebes et Blanca Vas, peut-être à la SD Works. Une tactique un peu, on avait vu l'année dernière à la piscine de Koenig avec Van Der Poel et Philipsen. On va voir ce que ça va donner. Parmi les autres favorites, forcément, on peut parler de la FDJ Suez avec Demi Vollering, Juliette Labousse, une Vittoria Guazzini, une Ali Wollaston qui a montré une belle pointe de vitesse en début de saison. Le duo... Et qui marche. Parce qu'elle vient de gagner, comme elle gagne une Coupe du Monde sur piste ce week-end, sur l'Omnium. Donc c'est que elle est pas mal. Voilà. Elle a la bonne jambe, elle sort de la piste avec le coup de pédale de la piste sur un sprint. Généralement, c'est pas mauvais. Suivre. À suivre, voilà, Stone. Canyon SRAM, Chiara Consoni, Kasian Eviadoma qui avait chuté sur l'Estrade Bianche lourdement, la vainqueur du Tour de France, qui avait abandonné, et Chloé Deigert aussi, Cécilie Trupudvig qui était à l'attaque aussi, il me semble, dans le Binda. Le duo Castellane-Peters à la Phoenix de Koenig. J'essaie de donner très rapidement les quelques favorites que je vois dans les équipes qui sont au départ. À la Lidl Trek, Elisa Balsamo, on vient d'en parler d'Elisa Balsamo avec Lizzie Degnan. Aussi à la Live Alula Jaiko, Mavi Garcia, peut-être avec une paternoster pour l'italienne, Liane Lippert, Kat Ferguson à la Movistar, Marianne Vos, Pauline Ferrand-Prévot à la Visma Lease Bike, Marta Cavalli, Pfeffer Georgie pour la pique-nique post-NL, et puis Elisa Longo-Borghini aussi avec Gasparini et Amal Juzik pour la team UAE. Les scénarios de course, toi tu t'attends à quoi? Je m'attends déjà à... Alors, a priori, si on s'en réfère au bulletin météo de début de semaine, chez les femmes, il ne devrait pas pleuvoir. Ça devrait être juste couvert, mais vent nord-est a priori. Donc, vent de dos. Vent portant, favorable aux attaques. Favorable aux attaques. Donc, pourquoi pas un coup qui part de la Cipressa, une première élimination dans le Cipressa où il sortirait peut-être une cinquantaine de coureurs. Et après, all-in dans le Poggio, soit tu sors un groupe à 2-3, soit ce groupe se joue la victoire au sprint à une cinquantaine. Et pourquoi pas une victoire, une sprinteuse. Enfin, une sprinteuse qui passe ses bosses. Pronostic. Ah, si c'est... Alors, je vois Balsamo, Vibus... Et un nom. On veut un seul nom. Un seul nom. Un nom. Vu l'état de forme, je vois Balsamo. Eh ben moi, je vois Lorena Wiebes. Lorena Wiebes avec le travail de Lotto Kopecky. Un peu qui me fait penser au duo Van Der Poel-Philipsen de l'année dernière. Et Lorena Wiebes qui a quand même une belle capacité à passer les bosses. On le voit sur les Flandriennes. Je l'ai trouvé maigri par rapport aux autres saisons. Un peu aminci. Justement dans ce travail des Flandriennes où justement comme tu dis refaire un duo Philipsen Van Der Poel sur les classiques, si l'un ne marche pas l'autre attaque, et pourquoi pas chez la Zewak, ça peut être une stratégie qui met en place sur ce genre de course. Est-ce que cette course va échapper à la FDJ Suez? Victoria Guazzini à domicile, Victoria Guazzini à domicile avec une Wollaston qui passe plutôt bien les bosses, ou une Vollering qui attaque dans la Cipressa ou dans le Poggio, avec son punch. Si elle a le même punch que dans la Via San Caterina, pourquoi pas. Ça part à deux en baraki avec Juliette Labousse. Avec Juliette Labousse, ou pourquoi pas une Vigilia qui roule pas mal, ou une Wollaston. Tu te fais un duo, un sprint Wollaston-Vollering, ça peut être sympa à voir. Ouais, bon, on verra pour ce Milan-San Remo femme qu'on a hâte de voir. Le retour, ça y est, on va dire le quatrième monument un peu, puisqu'il en manque un cinquième maintenant chez les monuments hommes dans le calendrier femmes, avec le Tour de Lombardie qui n'est pas encore là, qui devrait peut-être arriver assez rapidement, on espère pour... Il serait dans les tuyaux. Voilà. À voir avec la réussite de Milan-San Remo femme, j'ai envie de te dire. Je pense qu'il compte là-dessus, il mise là-dessus. Même si tout le monde présente chez les femmes l'Estrade Bianche comme un monument.
Stéphane Delcourt de la FDJ dit que c'est le premier monument de la saison. Donc il a encore gagné un monument, mais je verrai plus un Lombardie à terme pour avoir l'équivalent des monuments chez les femmes. Ouais. On espère. Allez, avec ce Milan-San Remo, et on va parler des hommes pour terminer. Milan-San Remo hommes, on a déjà pas mal effleuré les sujets par rapport à ce Milan-San Remo hommes. On a parlé de la paire Ganna-Pedersen qui arrive en pleine forme. On va parler notamment... Est-ce que le poids de la course va être sur les UAE? Je te pose la question clairement, comme ça. Clairement. Tout le monde va être attentif au moindre lever de sel de Pogacar. Parce que l'année dernière, dès les capis, ils ont tenté d'accélérer, mais derrière, dans la Cipressa, il n'y avait plus personne. Ils s'étaient pas placés au pied de la Cipressa. Et le temps qu'ils remontent, il y avait déjà une bonne partie de la Cipressa dès le pied qui avait été bouffée. Ils n'ont pas pu bénéficier de l'écrémage qu'ils voulaient faire pour ensuite faire de même dans le Poggio ou dans le Poggio derrière Van Der Poel à recoller à Pogacar. Je m'attends à ce qu'il fasse tout péter dès la Cipressa, vraiment qu'il cible la Cipressa comme le point de départ de ce Milan-San Remo, dans le sens où au Capi on accélère, on met les deux, enfin on met les deux, on met les bouchées doubles, on fait travailler les lieutenants, on fait travailler les Langen, les Politt, les Wellens, les Novak, et puis après on va avoir alors peut-être pas Politt, mais Politt, Narvaez et McNulty ensuite pour la Cipressa et le Poggio, et pour lancer peut-être Pogacar après dans le Poggio. Moi je pense qu'ils vont tout faire péter et que ils veulent retenir les leçons de l'année dernière, où l'année dernière c'était un peu raté dans la Cipressa. Alors, moi je pense qu'ils vont mettre le bordel dans les premiers capis. C'est pas assez dur pour faire péter le peloton. Non, mais tu peux déjà t'imposer un train. Un train assez rapide pour déjà étirer le peloton. Et lancer la dernière fusée à 4-3 avec 2-3 UAE, notamment dans la Cipressa. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la météo va jouer dans le sens où ce sera vent portant. Vent portant, ça peut, dans les capis, ça peut rouler très très vite. Hein. Ça peut aller à 50, 60. Hein. Voilà, c'est pas non plus super dur, hein, les capis. Hein. Ah ouais. C'est des ponts d'autoroute. Hein. Enfin, peut-être un peu plus quand même, mais. Enfin, pour eux, c'est des ponts d'autoroute. Des grands ponts d'autoroute, quoi. Ouais, mais voilà. Je pense que le feu d'artifice, de toute façon, si tu veux t'imposer à la Pogacar tout seul en partant de loin, il faut lancer des hostilités dans les capis et achever le travail dans la Cipressa. On est d'accord. Cipressa qui va être le point clé de ce Milan-San Remo. Si au sommet de la Cipressa, il y a un groupe assez compact comme l'année dernière, où bon, ils étaient certes, je crois, une quarantaine dans le peloton l'année dernière après la descente de la Cipressa. Dans le Poggio, je vois mal des Milan, je vois mal des Pedersen se faire décrocher. Vu ce qu'ils ont montré là dernièrement dans les montées, un Pidcock, je vois mal se faire décrocher non plus, sachant que bon, on va voir aussi, et on va essayer de parler un peu des grands favoris. On va avoir forcément Tadej Pogacar à la team UAE, à l'Alpecin de Koninck on va avoir de nouveau le duo Philipsen Van Der Poel, on va avoir le duo Pedersen Milan à la Lidl Trek, Tom Pidcock, on en a parlé à la Q36.5. Chez Astana, Diego Ulissi, Thibaut Lenz qui sera aussi avec Tadej Pogacar à la team UAE, Olaf Koy à voir à la Visma Lease Bike, Romain Grégoire avec la Groupama FDJ, forcément Pipo Ganna chez Ineos, Axel Zingli à la Visma Lease Bike aussi pour pourquoi pas passer la bosse si Koy est lâché. Il y a quand même pas mal de favoris. Si aujourd'hui on doit en sélectionner, j'ai envie de te dire un nom, mais c'est très difficile de sélectionner un nom. Chez les hommes, peut-être plus difficile que chez les femmes. Beaucoup plus difficile, beaucoup plus de densité. Beaucoup plus de densité, beaucoup plus de favoris surtout, oui. On met qui quand même On met qui comme nom? On met qui comme favori là? Comme favori Pogacar quand même. On met Pogacar en favori. Et pourquoi pas un Mathieu? L'année dernière, c'est Mathieu Van Der Poel qui avait les clés de la course sur lui. Parce que il revient sur Pogacar, il fait le tampon pour que le groupe Philipsen revienne derrière. Mathieu, quand tu regardes la course de Mathieu et de Milan-San Remo l'année dernière, elle me fait penser à la course de Juliette Labou sur le Strade Bianche, bizarrement.
Mais après, Mathieu peut aussi peut sortir dans le coup s'il y a un coup qui sort à la Cipressa à 4-5 coureurs avec Pogacar et aller le tordre au sprint, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais après on voit quand même des mecs comme des Milan capables de passer des bosses, des Pipo Ganna capables de passer des bosses, des Pedersen on le présente pas non plus. Et j'ai l'impression que la concurrence est mieux préparée que l'année dernière. Pidcock, très clairement, il a la capacité, peut-être, on l'a vu sur l'Estrade Bianche, de suivre le punch d'un Van Der Poel ou d'un Pogacar même. Ouais, et puis alors, moi, est-ce qu'on peut, on le classerait plus dans les outsiders? Et c'est la course de ses rêves. Attention à Matthews, tu vois, sur ce genre de course. Il fait deuxième l'année dernière, Michael Matthews. Il fait deuxième en perdant ses lunettes. Ouais, oui, c'est vrai. Il fait deuxième en perdant ses lunettes. Michael Matthews, qui est très très fort à chaque fois dans ces courses où il y a, comment dire, où il y a une difficulté, où ça se durcit. Michael Matthews, bon, il a pas fait une énorme semaine à Paris-Nice, mais on sait qu'il va arriver en forme là pour Milan-San Remo. Il fait deuxième à San Remo l'année dernière, mais il est toujours là. Ah, c'est le coureur qui peut te claquer des Québec et des Ploués, donc c'est que ça passe les bosses, quoi. On en oublie un, Binyam Girmay. J'ai pas cité Binyam Girmay dans les favoris. Sprint. Ouais, mais capable de passer les bosses aussi pour le maillot vert du dernier Tour de France. Ouais, non, j'ai l'impression que ça va être un des Milan-San Remo les plus ouverts de ces dernières années. Avec le plus de favoris possible. Allez, on y va. Un an maintenant, pronostic. J'ai pas envie de dire Pogacar parce que c'est trop évident. Ouais. Allez, moi je me mouille de ouf et je dis Matthews. Ok, alors j'ai envie de te dire Pogacar pour l'histoire. Je pense que Van Der Poel va tout faire pour ne pas qu'il remporte ce 4e monument, parce que qui échappe pour l'instant à Tadej Pogacar. Je pense qu'il va tout faire pour que Pogacar ne soit pas là à remporter le 4e. Parce que si Pogacar remporte Milan-San Remo, qui te dit que derrière il va pas vouloir boucler la boucle à Roubaix, à se mettre au départ de Roubaix au dernier moment. 3 semaines après, ouais. Ce serait entièrement faisable avec ce diable. Suivant la météo qu'il y a, en plus, si c'est un Paris-Roubaix qui est sec, il y aura peut-être moins de risques de chute qu'un Paris-Roubaix humide. Bon, on va pas extrapoler. Mais Tadej Pogacar pour l'histoire. Quand même. Ouais. Et sinon, le plus important, c'est le et sinon. Pipo Ganna. Ah, Ganna, ouais. Parce que Ganna, il m'a impressionné sur le Tirreno et il a une très 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 bonne pointe de vitesse. Et si Pipo Ganna est dans un groupe, on va dire que Philipsen n'est pas là, mais qu'il y a Pogacar, qu'il y a Van Der Poel, qu'il y a Pedersen, qu'il y a Pidcock, je te cite que ces gars-là. C'est pratiquement Pipo Ganna le plus rapide. Il a l'essence de la piste aussi, hein, donc il fait quelques courses en peloton, mais ouais, ça peut passer pour Ganna. Hein. Pipo Ganna, c'est quoi? C'est l'année où Van Der Poel remporte Milan-San Remo qui fait deuxième? C'est ça. En 2023, il fait deuxième. Et sinon, Pipo Ganna. Voilà pour moi. Pogacar pour l'histoire. Pipo Ganna pour les émotions, un Italien aussi vainqueur à San Remo. Ça n'a pas été vu depuis Nibali en 2018, non? Il me semble bien. Ouais. Milan-San Remo, on va remonter si ma mémoire ne me fait pas défaut. 2018, Nibali vainqueur devant en solitaire mais repris par les sprinters au dernier moment, mais il devance quand même Caleb Ewan et Arnaud Démare qui avaient été 2e et 3e de ce Milan-San Remo 2018. Bon Julien, ça y est, on a parlé de tout ce qui s'est passé dernièrement. C'est un podcast bien complet. Vous prenez les petits bouts où vous voulez dans ce podcast. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Mais de rien, et merci à tous de continuer à nous écouter. Merci beaucoup, les chiffres sont encore très bons. Un grand merci. Julien Després qui sera pour Actu Cyclisme Féminin à suivre sur le site internet d'Actu Cyclisme Féminin et aussi sur les réseaux sociaux, sur Milan-San Remo et sur les prochaines courses aussi en Belgique. La folie commence avec dès samedi San Remo et après Bruges de Panne, Gand-Wevelgem, toutes ces courses qui sentent la frite et pas que. Un peu, et qui sent l'Italie et le cappuccino samedi, mais qui sent la frite et tout ça. Bon, tu peux le dire, ça sent la frite et la bière en Belgique, tu peux le dire. Vas-y. À consommer avec modération. Exactement. L'alcool nuit gravement à la santé, manger
pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, mais en Belgique, c'est compliqué. Exactement. Julien, je te remercie beaucoup encore d'avoir été avec moi. Vélo Podcast disponible sur tous les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming, Apple Podcast, Deezer, Spotify notamment, Podcast Addict aussi, et puis sur notre chaîne YouTube Vélo Podcast. Julien, on se dit à très bientôt. On parlera de ce Milan-San Remo femmes forcément dans quelques jours, et puis on reviendra aussi sur la victoire de... On verra sur le Milan-San Remo, hommes et femmes. La victoire de hommes et femmes. Je vous laisse compléter, comme on dit, avec les petits pointillés à la fin de la phrase. Julien, merci beaucoup, à très bientôt. Et de rien, et à très très bientôt. Allez, à très bientôt dans le Vélo Podcast. Ciao, ciao.